Cher Gilles, votre père, Pierre-Albert Jourdan, a été peintre. Il a laissé un ensemble significatif d'œuvres picturales, de peintures pour le plus important, mais également de gravures, de collages, de dessins, de telle sorte qu'on peut considérer qu'il a, sinon une carrière, du moins une trajectoire de peintre, d'artiste plasticien. Il a rencontré ma mère en 1946, il l'épouse en 1947. Ils sont logés à Bourg-la-Reine, Ouais. un appartement modeste. Les premières toiles très figuratives remontent à cette époque, mais le souvenir que j'en ai, bien qu'enfant, c'est son activité de collage, de gravure, de photographie, de bidouillage. C'était quelqu'un qui bidouillait Ouais. et qui cherchait à exprimer quelque chose et qui l'a préalablement cherché avant de passer à l'écriture. Vraiment sa première activité, ce qui occupe C'est l'image. ces moments où le travail le laisse libre, ce qui occupe ses soirées, jusqu'à une exposition avec Jacques Sternberg et Roger Cornaille en 1953. Voilà, 53, c'est à la galerie Jacob, c'est avec Cornaille et c'est la période, je peux l'appeler ainsi, surréaliste d'une certaine façon. L'onirisme poussé de façon assez fine d'ailleurs, parce que quand on regarde les collages, certains sont vraiment très très beaux, sont assez époustouflants de sens, de présence. Avec une certaine simplicité d'ailleurs. Simple, efficace et pour beaucoup très érotique. Avec une dominante de préoccupation érotique, très, charnelle, très forte. qu'il importe de souligner. Le corps de femme est pratiquement omniprésent dans ses collages. Il a fait un magnifique détournement du douanier Rousseau, qui a donné lieu d'ailleurs à l'affiche de la galerie Jacob, où on a cette espèce de petit bonhomme piqué dans un tableau du douanier Rousseau qui cavale après une femme splendide. Ils ont pris cela pour en faire l'affiche de l'exposition. Voilà, et alors là, évidemment, c'est tout un ensemble de, pas véritablement de fantasmes, mais comme une sorte de réflexion sur la relation du masculin et du féminin, oui. Sur la poursuite d'un idéal érotique, on peut dire. Oui, quelque chose qu'il n'a peut-être pas pu totalement poursuivre, mais qui n'est pas absent de ses considérations ultérieures. Qui n'apparaîtra que de façon extrêmement sous-jacente, masquée, indirecte, dans la peinture à laquelle il se consacre dans les années qui suivent. Alors, il y a énormément de peintures des années 55 et il y a également une évolution dans sa manière de peindre. Je reviens à mes fameuses 3 périodes qui sont un petit peu, peut-être un peu simplistes, mais il y a la rue Ravon, Bourg-la-Reine, jusqu'en 53. À partir de 53, mes parents achètent et font construire à La Île-et-Rose. Jusqu'en 53-54, on a, avant cela, on a une période figurative. Après, on commence à avoir une période plus abstraite. Et puis, cette maison, ils achètent le terrain, ils font l'acquisition, la maison est construite en 65. Et alors on a donc ces 3 périodes assez très très marquées, c'est-à-dire beaucoup de toiles comme vous avez pu le constater de 55, beaucoup de toiles de 65. En 65, l'œuvre prend une dimension métaphorique. Certaines toiles d'ailleurs sont très très ambiguës, parce qu'on ne sait plus si il est dans
la représentation d'un paysage intériorisé ou dans une scène personnelle refoulée. Oui. Ça, on ne le sait plus. Oui, donc, On a beaucoup de mal. Qu'il rattacherait à cette, voilà. À cette période très antérieure des collages. Voilà, il y a toujours eu, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une sorte de vide entre la période extrêmement sensuelle des collages, son goût également pour toute une littérature érotique, Bataille, Jouve. Je me souviens Jouve, je me souviens très bien d'avoir été chercher derrière le second rayon l'histoire d'eau de Pauline Réage, parce que ça, il l'avait. Oui, oui. Et il me reste une cinquantaine d'ouvrages érotiques de ces années-là. Oui. Donc ça, c'était quelque chose qu'il lisait, c'était quelque chose où il puisait, ou c'était peut-être quelque chose où il cherchait quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, et ça revient pour moi, ça revient dans les toiles de 65 par moment. Je me dis, nous ne sommes plus dans une transfiguration du paysage, nous ne sommes plus dans une émotion antérieure liée au paysage. Il est revenu en arrière. Il y a une sorte de corps à corps dans cette peinture, avec quelque chose qui est à la fois le paysage et un monde intérieur. Alors, oui. Dominé, non pas dominé d'ailleurs, mais habité par le désir. Les moments que vous indiquez comme étant des articulations de cette œuvre sont liés à des lieux. Alors ça, oui. Et donc c'est un point que on abordera nécessairement, en particulier le rapport de la peinture avec les paysages de Provence et avec Caron. Concernant ce qu'on pourrait appeler, avec ce mot toujours très impropre, la carrière de peintre de Pierre-Albert Jourdan, il cesse à peu près définitivement, malgré le fait qu'à certains moments il a pu reprendre les pinceaux et la plume du calligraphe pour telle ou telle occasion, ouais. Il cesse véritablement en 1965. Et est-ce que ce n'est pas une question qui va nous conduire aussi vers un autre champ, celui de la relation avec la poésie? Je me souviens très bien que Paul Deroux disait à un certain moment, avait dit à des amis que dans les années 63, c'était précisément pour cette année-là, 63, Pierre Albert n'écrivait plus rien, n'écrivait pas ou ne publiait pas, ne se préoccupait plus d'écrire parce qu'il était totalement occupé par la peinture. Toute la période figurative, c'était le début de son aventure avec ma mère, etc. C'était la découverte du village de Caron, du paysage de Caron. C'était sur le motif. Et la période de 65 dont nous parlons, il n'était plus question d'être sur le motif. Il peignait très souvent à la Île et Rose. Dans le séjour, dans le salon, il peignait. Et c'était la période abstraite. Oui. Et donc, ça fait une certaine différence. Ensuite, par rapport aux lieux qui ont été évoqués, mais ça c'est quelque chose, j'ai peut-être tort, mais j'y crois sincèrement qu'il y a eu 3 lieux, dont un transversal, Caron. Oui. Et Caron, c'était l'occasion des vacances, d'un court séjour, il venait des fois en septembre, etc., etc., etc. Caron a été le révélateur. D'ailleurs, il a dédié certains écrits au paysage de Caron. Oui. Et il a écrit un texte sur l'entrée dans le jardin qui est extrêmement centré sur cette proximité de la nature provençale. Oui.
il n'était pas dévoré par la peinture à cette époque-là. Si on reprend le nombre d'écrits, de manuscrits, Oui. de tapuscrits, Oui. il était d'une prolifération absolument extraordinaire. Voilà. Alors il y avait un certain nombre de textes qu'il n'a vraisemblablement pas montré à cette époque-là à ses amis. Je pense que même non. à ses amis, de telle sorte qu'on pouvait avoir l'impression qu'il avait négligé d'une certaine manière l'écriture pour se consacrer plutôt à effectivement une production de peinture assez abondante. Mais c'est une illusion dans la mesure où il y a cet ensemble de manuscrits que nous connaissons maintenant. François, si on réfléchit, à part ce qui nous avait été dérobé lors d'un cambriolage de la maison de la Île-et-Rose, j'ai tout conservé de papa. Oui. Et on a peut-être 25 toiles de 65. Oui, c'est très 25 toiles de 65. C'est très abondant. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup. Mais si on met ça en regard avec le nombre de manuscrits, voilà, ça n'a aucune commune mesure. Ouais. Aucune commune mesure. Et lorsque Char demande à Corty de publier La langue des fumées, on est en 61. Oui. Les textes datés, puisqu'ils dataient plus ou moins, enfin, il faisait ce qu'il voulait, les textes datés que j'ai retrouvés sont des textes marqués 56, 57. Oui. Je n'imagine pas une seule seconde qu'il soit venu voir Char en lui disant « voilà ce que je viens d'écrire avant-hier ». Oui. Donc l'écriture était là avant, moi je pense qu'elle était là bien avant, qu'elle a été d'abord un jardin sans doute secret, peut-être un jardin de doute, de questionnement. Était-il à la hauteur? J'en sais rien. Je suppose que c'est les questions qu'il se posait. Et il essayait la peinture. Mais la peinture, il a complètement éclaté. Nous avons regardé ensemble l'Étoile, des trucs atroces, pseudo-surréalistes. Oui, il y a des tentatives dans plusieurs directions, voilà. Certaines n'ont pas été suivies. Il en reste qu'une trace. Ensuite, 55, on a l'impression qu'il est fasciné par Bissière, Vieira da Silva ou des choses comme ça. Bon. Et puis ensuite, il trouve un peu plus sa voie, je pense, dans les années 65. Mais en 65, il a déjà fait quand même pratiquement complètement composé fragments. Voilà, et alors du coup, ça pose la question dans la mesure où précisément il a beaucoup écrit finalement dans ces années 65. La langue des fumées paraît en 61. 61, oui. Un certain nombre des poèmes qui se trouvent encore à l'état de manuscrit, mais dont certains ont été publiés tout de même dans l'édition du Mercure de France, datent de cette période, de 65. Et donc il y a une sorte de concomitance. La peinture et la poésie ont lieu en même temps. Et donc cette question, on peut aborder peut-être maintenant cette question la floraison de l'écriture. La relation la floraison entre de l'écriture et la peinture, qu'on pourrait résumer sous cette formule: est-ce qu'il est un peintre poète? Est-ce qu'il y a une démarche spécifique qui s'appuie sur un point commun entre la peinture et la poésie, ou encore y a-t-il des traces de la peinture dans son œuvre? Je dirais, François, que il n'est pas peintre d'abord. Oui. Je dirais qu'il est... j'ai mis beaucoup de temps moi-même à intégrer cette notion. Il est d'abord poète. Oui. Il est dans l'écrit. Oui. Mais il y a une double fascination quand on regarde sa bibliothèque, quand on regarde ce qu'il a lu. Oui. Il y a une boulimie de lecture aussi diverses que le Zen, Sainte Thérèse d'Avila, René Char, et également en référence, en faisant référence aux peintres. Il avait une curiosité et une fascination. Oui.
Alors, fascination pour Jérôme Bosch, puisqu'il a Oui, écrit le texte Sortir avec Jérôme oui, Bosch. Et puis alors dans la bibliothèque, il y a des volumes consacrés à Jérôme Bosch qui sont très anciens et donc une collection entière, ce qui montre que son intérêt c'était premier dans ses premières années. Mais c'était fondamental. C'était fondamental. Bosch, c'est à mon avis fondamental. Donc il y avait ces deux choses. Et pour parler vulgairement, quand il était sur un peintre, il ne mégotait pas à la dépense. Oui. Bon. Nous étions d'une famille modeste, mais j'ose à peine imaginer si aujourd'hui, moi-même, je dépensais autant d'argent pour acheter un bouquin. Un bouquin. Non, il ne mégotait pas. C'était très important. Alors, comme si c'était précisément une sorte d'exploration quasiment professionnelle, de spécialiste en quelque sorte. J'ai encore constaté la présence de livres, de très beaux livres assez anciens sur un peintre comme sur les peintres siennois, qui était très important pour lui, et en particulier Sacetta, qui était tout de même pas quelqu'un de... Il le cite d'ailleurs. Il le cite en exergue d'un texte. Oui. À une époque où c'était pas un peintre particulièrement... Ben non, c'était pas très recherché, mais il avait un côté dénicheur. Je voudrais te dire une chose. Tu connais ma position. Pour moi, c'est mon père, c'est pas l'écrivain. Oui. Il était d'une curiosité. Je te racontais qu'il récupérait des racines desséchées dans le pâtis, il les mettait sur un petit socle en bois et il en faisait une sculpture, on aurait dit des Giacometti. Oui, alors c'est pas seulement tout l'univers, c'est pas seulement les livres qui l'intéressaient. C'est pas seulement ça, c'est le regard. Le regard sur les choses. De présence multiple le regard sur les choses. Qu'on appelle la nature. Et chez lui, peut-être au-delà de la nature, dans ses écrits et dans ses peintures, puisque nous parlons de sa peinture, tu as observé qu'il y avait beaucoup de talus, de formes d'arbres, de racines, etc. Tout ce qui était l'infime, le tout petit. À la limite, je dirais presque ce qui est mort, mais étant fossile, révèle une présence encore au-delà. Ce qui rejoint la préoccupation qui traverse son œuvre, la disparition. La perte. La perte. D'ailleurs, ça s'appelle l'espace de la perte. Voilà. Un de ces textes, c'est l'espace de la perte. L'important s'appelle l'espace de la perte. Comment peut-on appeler un recueil l'espace de la perte? L'espace, la toile, c'est un espace. Voilà. Mais une toile n'est pas une perte. Non, mais elle peut traduire... Comment dire l'espace de la perte? Non, mais elle peut traduire une expérience particulière. Moi, j'ai souvent pensé que cette sorte de révélation qu'on pressent dans les poèmes comme étant désirée ou comme étant objet d'un souvenir, cette sorte de révélation qu'il a transcrite ensuite dans les fragments, était liée à son expérience de peintre. À son expérience de peintre, à ce qu'il avait vu, rencontré en quelque sorte sur les chemins de son regard dans le paysage, pour peindre, que ce soit dans un mode réaliste ou dans un mode abstrait. Il me semble que c'est presque la même chose. Oui. Et je trouve que dans les peintures de la période de 1965, ces dernières peintures, on peut dire, il y a une violence tragique, une force, mais en même temps un appel vers des choses très supérieures, qui est presque la traduction de cette révélation désignée par la perte. Parce que la perte, c'est aussi, ou la chute, c'est aussi ce par quoi se produit la révélation de l'infime,
la révélation de quelque chose la d'autre. fameuse l'œuvre qu'il a aussi beaucoup questionnée, c'est la chute d'Icare. Tu viens d'employer le mot, c'est la chute d'Icare. Alors là, il en a punaisé des reproductions dans tout l'appartement de la Île-et-Rose. Oui. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement préoccupant pour lui, très vraisemblablement. Dans ses écrits, tu as un écart quelquefois sur ce regard sur l'anodin, sur le minuscule, et puis brusquement une hauteur de pensée. Je ne dis pas ça de façon orgueilleuse le concernant, mais tu as une hauteur et une profondeur de pensée. J'ai toujours pensé une chose bizarre le concernant. Il regardait les choses, les insectes. Par exemple, il est capable de faire un fragment sur, on avait une eau Jean-Pierre ici, il fallait toujours mettre de l'eau pour abreuver les abeilles. Eh bien, il reste pendant des heures à regarder cela, à compter les abeilles qui viennent boire, à compter si les guêpes viennent déranger les abeilles. Et après, il développe dans ses écrits des réflexions ou dans sa peinture. C'est un mode de contemplation active. C'est stupéfiant. Qui suggère beaucoup le mode qui peut être celui de quelqu'un qui regarde, qui est entièrement dans son regard et dans la lecture en quelque sorte du paysage, comme peut l'être un peintre. D'ailleurs, c'est un point, voilà, il me semble qu'il y a dans les textes du matin, de fragments, de l'angle mort. Si on prend les premiers, qui sont quasiment si on revient au premier, La Terre seule, paysage de l'amitié, c'est très curieux. Paysage de l'amitié, c'est noté, j'ai écrit ceci à Crillon-le-Brave. J'ai écrit ceci au Barou, j'ai écrit ceci à Beaumont-du-Ventoux. Voilà. Et l'étoile, on en a trouvé peut-être 5-6 titrés, localisés. Tu vois, c'est étrange, tu n'y comprends plus rien. Oui. Mais ton idée est tout à fait juste. Est-ce que ce ne serait pas une bonne occasion pour évoquer ce que tu sais de la manière, pour l'avoir vécu, vu, observé, de la manière dont il travaillait précisément. Eh bien alors, je reviens à mes fameuses 3 périodes, je suis un peu simpliste, mais quand j'étais enfant, et on peut dater cette période si tu veux. On peut la dater jusqu'à mes 14 ans. Bon. On prenait le vélo, ensuite le Solex, et il allait sur le motif. Notamment à Saint-Hippolyte du Graveyron. Et il peignait, moi je vaquais à mes occupations. J'ai le souvenir que des fois il écrivait, et je préférais quand il peignait. Parce que j'aimais bien voir émerger. Je me disais, mais comment on fait pour faire ça, tu vois, et donc, sur une toile 7-8 ans, sur une toile ou sur un carton. Sur une toile ou sur un carton. Voilà. Parce que très vite, les toiles, ça a été un petit peu emmerdant à transbahuter, tu comprends, tandis qu'un carton, c'était un peu plus pratique. Plus facile, la prise au vent n'est pas la même. Voilà. Et c'était plus léger, donc... et il faisait cela. Et ensuite... Et ça, je suis affirmatif. Affirmatif. Formel. Ouais. La dernière période, il peignait beaucoup après les séjours à Caron, mais à la Île-et-Rose. La période 65, abstraite. Ce qui recoupe un peu l'impression qu'avait eu Paul de Roux, que tu citais tout à l'heure. Boum, il peignait. Oui, alors donc il avait enregistré, il avait peut-être une émotion, gardé en mémoire une émotion ou un moment lié à un... Et il le traduisait dans quelque chose qui tout de même ressemble d'assez près à un paysage qui alors, dans lequel un schéma, disons, une forme générale, des formes, avec une propension pour les volumes et
bizarrement cette ligne des dentelles. Alors, Les dentelles de Montmirail est le lieu principal, et ce que je ne comprends pas, les dentelles de Montmirail et Saint-Hippolyte-le-Graveyron. Oui. Alors je ne sais à quel souvenir ou expérience vécue ça le renvoyait, je ne sais pas. Mais c'était son lieu de prédilection. Nous y sommes allés de très très nombreuses fois. Et d'ailleurs, l'encre de Chine représentant les dentelles, là, qui est au-dessus de la cheminée, à mes yeux, c'est une des plus belles choses qu'il ait réalisées. Oui, oui, c'est une sorte de, non pas de testament d'ailleurs, de peintre, mais en tout cas une sorte un énorme témoignage sur un lieu qui devait être pour lui, le caractère essentiel de ce lieu. Un lieu qui devait être d'une certaine façon sacré, pas au sens religieux, mais sacré comme il a pu penser la terre de Provence, ce que lui a apporté. Je crois que là, il y a quelque chose de très profond. Et tous les gens qui sont venus, qui sont passés, quelles que soient leurs conditions, ils sont tous, tu me diras, c'est pas une preuve de qualité, mais ils ont tous été impressionnés par cette encre. Oui, oui. Comme si elle leur parlait. Comme s'il avait réussi, en réalisant cette encre, avec des moyens idiots, elle est faite idiot en quel sens au roseau taillé. Oui, il n'y a pas une plume, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est la première fois qu'il utilisait ça. Je crois que c'est sous l'influence de René Char, d'une certaine façon. Ils avaient beaucoup échangé, puisqu'il m'emmenait chez René, mais ils avaient beaucoup échangé. Et René aimait bien dessiner des galets. Et il dessinait sur des galets avec ce qu'on appelle ici en Provence le caneo. C'est-à-dire le petit roseau fin, tu lui mets un coup de serpe, tu as un truc pointu, tu n'as pas besoin d'acheter un porte-plume, tu mets dans l'encre de Chine et tu peux dessiner. René avait offert à papa un porte-plume en verre, entièrement en verre, pour la calligraphie. Et ceci m'amène à ce que tu sais, c'est que dans sa façon, son rapport au paysage, à l'infime, etc., là je pense qu'il rejoignait la pensée chinoise, taoïste. Oui, bien sûr. Alors donc et que si tu veux, à mon avis, dans le pictural, il ne s'est pas senti à la hauteur. L'écrit, il pouvait l'approcher avec humilité. Je pense que c'est cela. En tout cas, il y a cette énigme tout de même, enfin en tout cas cette question qui subsiste de l'abandon de toute pratiquement de toute pratique de la peinture d'image et de l'image à partir de ces années 65 c'est-à-dire au moment où se développe son œuvre littéraire avec le tournant qui va le conduire à Port-des-Singes et à la dernière période de son travail. Ce titre, Port-des-Singes, est tiré du Mont Analogue, le récit véridique de René Daumal, interrompu par sa mort, survenue le 21 mai 1944. La quête spirituelle aboutit en première étape pour les 8 pauvres hommes ou femmes démunis de tout, et sans doute faut-il voir dans ce dénuement la condition première à réaliser avant de pouvoir forcer le passage, au mouillage du yacht L'Impossible à Port-des-Singes sur les rives du Mont Analogue. Le narrateur, s'interrogeant sur ce nom de Port-des-Singes, alors qu'il y a un seul quadrumane dans la région, déclare « Je ne sais pas trop, mais cette appellation faisait ressurgir en moi, peu plaisamment, tout mon héritage d'occidental du XXe siècle, curieux, imitateur, impudique et agité. » Et il conclut « Notre port d'arrivée ne pouvait être que Port-des-Singes. Ensuite, il faudra aux 8 compagnons gagner les chalets de la base ou un guide pour aller conduire plus haut, vers ces langues de glacier qui parlent sans doute un tout autre langage. »
En attendant, ils s'installent dans la petite maison provisoire de Port-des-Singes. En attendant, chacun retrouve son passe-temps favori, peinture, linguistique, sociologie, métaphysique, toute spéculation jacassante, oiseau, dit le narrateur, tellement ancrée, hantée à notre chair, que nous ne pourrions les en extraire sans nous déchirer les entrailles. Il fallait vivre avec eux encore longtemps, les souffrir, les bien connaître, jusqu'à ce qu'ils tombent de nous comme des croûtes. Et si alors, qu'en partez-vous? Si ce cri du guide éveille les compagnons, les tire de l'abandon où ils glissaient et les remet en chemin vers les hauteurs, il reste assez de personnages à Port-des-Singes pour y vivre et y laisser des plumes en quelque sorte. Car la petite maison provisoire de Port-des-Singes est bien celle de l'écriture. Nous y sommes mal à l'aise avec nos oiseaux et nos puces que nous écrasons sur le papier blanc pour aligner des mots comme des barrières infranchissables ou comme une revue. Mal à l'aise, mais nous y sommes. Nous sommes semblables au poète Alphonse Camard, un des dégonfleurs de l'expédition du mot analogue, qui écrit une chanson de route des montagnards pour célébrer l'aventure, mais reste les pieds dans ses pantoufles. Vous me direz que si nous sommes à Port-des-Singes, sur le rivage même du mot analogue, il est plus facile pour nous d'entreprendre un jour le grand voyage. J'en doute profondément, car la petite maison de Port-des-Singes, la nôtre, est une maison de papier, une petite salle de lecture au mur bétonné. Certes, nous nous débattons avec nos oiseaux et nos puces. Nous tentons de les élever, dirais-je, noblement. C'est le côté positif de l'affaire. Écrire est pour moi un exercice très grave et plein de risques. Dire ce que je connais, ni plus ni moins, disait Daumal. En quelque sorte la sincérité. Des mots puces, s'ils piquent les autres, que ce soit au bon endroit, celui où la curiosité s'éveille, dérange celui qui s'endormait. Mais c'est sans doute beaucoup trop demandé à Port-des-Singes. Ce serait là pourtant comme un négatif du mot analogue, l'objectif inatteignable, presque inavouable de cette revue.